Rebonjour sur Sira Food Forum. On a eu plein de belles tables rondes les 2 derniers jours, encore ce matin, passionnantes. Et celle-là, elle me tient particulièrement à cœur, je vous le dis, parce qu'on va parler de paysannerie et on va parler aussi de l'avenir en fait. Est-ce qu'il y a un avenir? Qu'est-ce qui va rester aujourd'hui dans les Hauts-de-France? 51% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui vienne, il faut qu'il y ait un remplacement, mais il faut aussi qu'il y ait un avenir pour ces paysans, pour ces agriculteurs qui, pour grand nombre d'entre eux, sont dans des situations très difficiles et continuent à faire vivre un territoire. On a besoin d'eux. S'ils s'arrêtent, eh ben, on n'en aura plus. Alors pour discuter de ça, pour discuter de cet avenir, il y avait écrit Paysan New Wave. Je vous rassure, on va pas parler de musique anglo-saxonne, mais on va bien parler de transmission et de nouvelle génération. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Sébastien Pourquet du Saltimbanque. Bonjour, merci. Un chef qui défend les producteurs. Merci d'être là, Sébastien. À côté de toi, il y a, ici à mes côtés, pardon, Grégory Delassus de la ferme du Beau Pays, que je vous demande d'applaudir aussi, éleveur. À côté de toi, Philippe Caudron, qui est agriculteur, que je vous demande d'applaudir aussi. Maraîcher, le jardin des Sables à Cuques. Et puis à côté, Pauline Ducrot. Pauline, je n'arrive pas à retenir le titre que je devais dire et je m'en excuse. Tu es à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et tu accompagnes les agriculteurs. Bonjour à tous, donc Pauline, je suis conseillère en transmission d'entreprises agricoles à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On l'applaudit aussi s'il vous plaît, merci beaucoup. Je l'ai dit en ouverture de façon un petit peu abrupte, mais vraiment c'est la question de savoir s'il y a un avenir pour la paysannerie aujourd'hui dans les Hauts-de-France, qui est une région très agricole avec une production très importante. On peut peut-être commencer par remettre le contexte ensemble, Pauline, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est une région agricole, les Hauts-de-France, mais c'est une région dont l'avenir agricole est incertain. Oui, alors voilà, je vais vous reposer quelques chiffres. En Hauts-de-France, on a 30 000 agriculteurs. Ça, c'est le recensement agricole de 2020. C'est vrai qu'on a une région très agricole, tu l'as bien dit. Les gros avantages de notre région, c'est la diversité des productions. On fait de tout. On est capable de faire de tout. On a une qualité des terres, une diversité entre toutes nos régions, nos petites régions agricoles. Puis aussi, on a une présence sur le territoire d'entreprises agroalimentaires de toute la filière qui fait que, voilà, on est une région assez forte. Par contre, c'est vrai que depuis 2010, on a déjà perdu 11% des exploitations agricoles. Voilà. Les agriculteurs, la population est vieillissante, entre guillemets. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont le pic, qui est entre 55 et 60 ans. Et du coup, le chiffre, c'est à peu près 1000 départs par an. Donc 1000 cessations d'activité, 1000 agriculteurs qui arrêtent leur métier, soit parce qu'ils doivent partir à la retraite, soit aussi, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui arrêtent en cours de carrière. Voilà, j'ai plus la capacité professionnelle de réaliser mon métier. Je suis fatiguée aussi de faire ce métier-là, burn-out. Puis après, d'autres agriculteurs qui ont envie de changer de vie, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus que agriculteur pour toute une vie. On peut avoir plusieurs professions, même dans l'agricole. Voilà. Philippe, toi, tu es agriculteur depuis combien de temps? Depuis toujours. Je suis né agriculteur, je crois que je vais mourir agriculteur. L'agriculture, pour nous, aujourd'hui, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de passion. Si on met l'argent, comme dit Pauline, on s'arrête, on va travailler ailleurs, on gagnera beaucoup plus. Donc l'intérêt, il n'est pas aujourd'hui de là, c'est de défendre son produit, d'aimer ce qu'on fait et de pouvoir quand même en vivre. Aujourd'hui, on en vit, on travaille bien, mais je vous dis, c'est un métier vraiment de la passion. Passion, moi, c'est le légume. Mon collègue à côté, c'est la viande. Beaucoup d'agriculteurs en vente directe, on va dire, aujourd'hui, ils sont d'abord passionnés par un travail. Voilà pourquoi je suis de là. Après, je voudrais retransmettre mon exploitation à des jeunes, très difficile à trouver. Une exploitation qui est un petit peu trop grande aujourd'hui, ça leur fait peur.
Les chiffres, ils sont là. Bon, voilà, un candidat qui veut bien reprendre, on est prêt à les aider, mais faut trouver. Tu es sur combien d'hectares? Une petite dizaine d'hectares. On ne cultive pas les 10 hectares, on fait de la rotation, on est plutôt à 7 hectares et demi, on a 5000 m² de serre, et on fait les marchés du Touquet, on a cette grande chance d'être ici sur la station. On a des distributeurs de légumes à la ferme, et une entreprise familiale avec 3 ouvriers avec nous. Ouais, c'est un petit business quand même, c'est un petit business. Et tu le disais, ça marche. Tu ferais plus oui, d'argent ailleurs, mais oui, et pourtant c'est difficile de trouver quelqu'un. Bah oui, et c'est difficile. Pourquoi? Le contexte aujourd'hui dans la vente directe, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, et les vacances, tu les passes sur le marché. Hein. Donc c'est un peu compliqué de faire 35 heures, 6 semaines de congés payés. Quand on dit ça à un petit jeune qui veut reprendre, il dit oula, oula, c'est dangereux ça. C'est là qu'il y a besoin d'aller soutenir, d'aller créer des liens. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Enfin, comment est-ce que toi, tu soutiens la Chambre d'agriculture, Philippe, dans cette démarche? Alors du coup, nous à la Chambre, donc, dans mon métier, j'accompagne de manière individuelle ou de manière collective les exploitations à transmettre qui le souhaitent. Donc Monsieur Caudron m'a contacté en août l'année dernière pour l'aider à trouver un repreneur. Donc on s'est rencontrés et puis on a essayé de mettre en place des choses pour faciliter la rencontre avec des repreneurs, parce que voilà, les repreneurs aujourd'hui, il y a des filles d'agriculteurs qui veulent reprendre les exploitations, familiales ou pas, mais il y a de plus en plus de porteurs de projets qui ne viennent pas du milieu agricole, et eux, comment faire rencontrer les deux publics, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément la volonté de tous d'aller toquer à la porte des agriculteurs pour leur demander s'ils souhaitent transmettre leur exploitation. Donc on a essayé de mettre en place des choses avec M. Caudron. M. Caudron a participé, on a fait un farm dating. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus le mot farm dating au mois de novembre dans la Somme, pour essayer de rencontrer des porteurs de projets. On n'a pas trouvé chaussures à notre pied ce jour-là, mais c'était enrichissant quand même. Après, on a publié une annonce aussi sur le site internet de la Chambre pour essayer de voir, avoir des candidats en face. On en a eu 3, on les a rencontrés. On en a 2 qui ont retiré leur candidature. Une autre candidature qui est peut-être intéressante, qui ne nous satisfait pas à 100%, mais qui est peut-être la seule opportunité aujourd'hui qu'on a. Donc, Monsieur Caudron est toujours à la recherche. Parce que reprendre, c'est bien, mais il faut reprendre bien. On ne peut pas non plus donner les clés de la terre et d'une exploitation à n'importe qui. Il faut faire bien. C'est aussi une des grandes questions, parce que Sébastien, tu le sais bien, dans ton restaurant, il y a les photos de tous tes producteurs. Pas tous sont partis. Enfin, il y en a aussi qui sont partis. Ouais. Mais ils sont là parce que tu affirmes aussi ce lien, toi, en tant que chef et en tant que restaurateur. Nous, on est juste un lien. J'ai envie de dire, j'écoutais ce matin Édouard Leclerc, alors rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais moi, je suis un acheteur. C'est-à-dire que en fait, je croise des gens, alors après, je l'achète avec une certaine éthique. Donc, par exemple, je pourrais travailler avec ce monsieur s'il était tout près de chez moi. Et en fait, on va acheter au juste prix. Je ne vais pas chercher à négocier. Moi, c'est à moi de transformer. Mais c'est sûr que l'avenir, pour moi, n'est pas très radieux dans ce milieu, parce que je vois tous les jeunes de toutes les exploitations, en fait, je parle des enfants, en fait, surtout. Parce qu'en fait, pour moi, la ferme, parce que j'ai toujours baigné dans la ruralité, en réalité, ça a toujours été la ferme familiale qui était reprise d'enfant en enfant et génération. Et sauf qu'en fait, en ce moment, on est en train d'arriver à la génération stop. C'est-à-dire que les gars, ils ne vont pas faire ça. C'est-à-dire que même les parents, leur disent, ne faites pas ça. C'est-à-dire que maintenant, en plus, ces enfants-là, ils ne veulent plus rester forcément sur la ferme. Normalement, je ne vais pas dire que c'était le cancre, mais pas loin. Le gars qui était de la ferme, souvent, il préférait aller s'occuper... le couillu, je n'aurais pas dit, mais on va le dire, le couillu. En réalité, le matin, il préférait aller s'occuper des vaches plutôt que d'aller à l'école. Et là, la génération qui arrive, c'est plus ça. Tout le monde va à l'école. Tout le monde apprend et puis ils découvrent. Il y en a certains qui vont en fait dans des domaines agricoles, parce qu'il y a quand même des lycées agricoles où ils se perfectionnent. Mais tous ceux que je connais en fait qui sont dans ce milieu-là, ils vont faire un métier au-dessus de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils seront des agronomes. Ils vont travailler pour les gros. C'est parce qu'il y a une déconsidération aussi de ce qu'est le paysan.
Parce que c'est tout simplement dur, mais comme dans le métier de la restauration, dans notre métier, par exemple, même nous en tant que restaurateurs, ça va être de plus en plus dur. On travaille le dimanche, on travaille le samedi, on fait des horaires en décalé, on n'a pas forcément tous de vie de famille. J'en ai certains qui sont dans mon équipe, là, ici, pourraient le dire aussi. Enfin, monsieur a parlé de passion, donc forcément, on le fait aussi par passion, et puis même, on améliore les choses, le cadre de vie. Mais à l'avenir, ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que forcément, à la télé, on croit que tout est rose. Mais tout n'est pas rose. Et là, je pense que dans le champ, faut aller biner. Hein. Grégory, toi, tu es dans une position encore plus extrême, j'ai envie de dire, parce que non seulement tu es un agriculteur, mais en plus tu fais de la viande. Et malheureusement, ça commence à être un problème parce que la viande a une mauvaise image, l'élevage, enfin, on a des idées mauvaises. C'est évidemment l'opposé de ce que tu fais toi, parce qu'à la ferme du Beau Pays, on les voit, même si on veut suivre la vie de tes bêtes, on peut la suivre en vidéo. C'est le plus beau feuilleton qu'on puisse regarder si on veut regarder quelque chose, c'est de te voir avec tes animaux, de les voir vivre, de les voir s'épanouir. Mais cette image-là de la paysannerie, de ce truc qui fait pas envie aux jeunes, c'est encore plus dur pour l'élevage, non? Oui, alors il y a des difficultés, c'est sûr, mais je serais quand même un petit peu plus positif, tu vois. Parce que l'agriculture, on est quand même au cœur des enjeux par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la protection de la biodiversité, sauver les haies, tout ça. Nous, on peut faire des choses concrètes sur la ferme. Tu vois, par rapport à l'environnement, on peut être éco-anxieux et rester enfermé en disant « Putain, on va pas y arriver, quoi. Ils veulent tous des avions, ils veulent tous des gros week-ends, ils veulent tous des grosses bagnoles. » Moi, concrètement, sur la ferme, je fais un truc. Je fais peut-être pas à grande échelle, c'est peut-être pas parfait ce que je fais, mais au moins, concrètement, sur ma petite ferme, je remets des haies, j'ai des vaches à l'herbe, je fais de la viande, mais je fais de la viande bien. J'en fais moins, j'ai diminué le cheptel par 2, mais je vais jusqu'au bout, on les engraisse un petit peu. J'essaye de faire un lien avec mes clients. Et c'est quand même bien d'avoir un métier où tu es au cœur des enjeux. On a un lien avec les chefs qui, eux, retransmettent. Il y a des gars comme toi ou des gens de la presse, de l'écriture qui transmettent aussi ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on n'a plus d'agriculteurs qui restent là parce qu'il faut rester. Ceux qui arrivent, c'est parce qu'ils ont envie de venir, quoi. Et moi, j'ai des copains où il y a les enfants qui reprennent, c'est parce qu'ils s'intéressent au pâturage tournant. Il y en a un autre, c'est parce que c'est l'agroforesterie. C'est pas forcément la clé d'entrée, c'est plus le tracteur ou d'avoir... Mais ces aspects environnementaux, sociétaux sur lesquels nous, on peut agir, c'est une nouvelle attraction, je trouve. Enfin, et on peut aussi produire de l'énergie, mettre des panneaux solaires sur les tables à vaches, on a de la place, on peut mettre des panneaux, on peut faire plein de choses, c'est vachement bien. Il faut que ça, enfin, la passion, Philippe, c'est ce que tu disais. S'il n'y a pas la passion, il n'y a pas d'agriculteur. Enfin, c'est un métier qu'on fait nécessairement parce qu'on y croit ou qu'on croit à quelque chose. Ouais, je pense que tout à l'heure, je me suis emballé dans l'expression de dire on travaille de trop. Non, on a quand même un cadre de vie. On a un beau bureau. On est dehors. On voit pousser nos légumes. C'est quand même le plus beau bureau du monde. On n'est pas derrière des machines, c'est déjà intéressant. Le seul lien qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, déjà, créer de la main-d'œuvre, pour nous, ça commence à être compliqué. Parce que, bon, c'est vrai que, comme je disais, on est quand même toujours autour de nos légumes, dans notre jardin, avec la vente directe, des horaires hyper décalés. C'est sûr et certain que nous, quand on vend des légumes, c'est quand les gens ils sont en vacances pour venir les acheter. Donc, oui, on est en décalé. On a les vacances, nous, c'est la semaine. Donc, au jardin. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qui fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que dans les écoles d'ingénieurs agronomes, moi, je prends des stagiaires qui viennent des écoles d'ingénieurs et c'est vachement intéressant de les voir arriver, quoi. Mais le seul souci, c'est que, vous voyez, qu'on disait, tous ces jeunes-là, ils vont aller travailler dans des grands groupes. Dans des grands groupes, pourquoi? Parce que derrière, ils auront leur salaire fixe, ils auront comme ça. Et des petits candidats à la reprise des fermes, c'est compliqué. Alors, moi, je suis pas, comment on pourrait dire ça? Je ne suis pas acculé derrière ça, puisque on a un repreneur potentiel, mais ce que je voulais, c'est que d'avoir un repreneur, un jeune, pour pouvoir lui donner mon savoir-faire. Aujourd'hui, on prend le temps de faire la transmission de la ferme, parce qu'on veut que cette ferme perdure dans la tradition du légume, de la vente directe, de la gastronomie, de tout ce panel qu'on peut offrir. Aujourd'hui, nous, on ne fait pas 50 hectares de chou-fleur. On en fait 30 arts, 40 arts. C'est quand même bien ça qu'il faut défendre, Sébastien, tu es d'accord? Enfin, parce que le danger, c'est pas qu'il y ait, fondamentalement, c'est pas qu'il y ait plus de paysans, c'est qu'il y ait plus de bons paysans, en tout cas de plus de bons produits, et que ça soit récupéré par une autre forme d'agriculture. Les défendre, on va toujours le faire. Enfin, je sais que moi, j'ai jamais fermé la porte à aucun producteur.
Mais il y en a certains qui se présentent où je sais que l'avenir ne sera pas tout rose. Quand tu as un petit jeune qui se vient en pleine saison de la Maury te dire moi je commence à faire de la Maury et puis il va faire sa société là-dessus, tu te dis que ça va quand même être compliqué, quoi. Parce que non seulement sa production ça va être saisonnière, même s'il en fait sécher, il la vend au même prix finalement, parce qu'à un moment donné aussi il faut qu'il puisse se payer. J'ai Corolgan, un producteur là, qui à la base était maçon, mais uniquement par esprit, parce qu'en ce moment tout le monde revient un peu, c'est un peu le retour à la terre, croit que c'est magique. Donc ils plantent des fraises, alors certes c'est des maras des bois, mais c'est mal cueilli, c'est mal conservé, tu vois que c'est la galère. Alors moi je lui achète parce que j'ai mon côté éthique de dire je vais essayer de l'aider, mais je vais pas le sauver en fait. Je suis pas un méga acheteur, hein. Moi je vais acheter des petites quantités, tout ça, on peut mettre en avant, on peut être ambassadeur. Nous on n'est qu'une photographie en fait de ce qui se passe à l'arrière. Mais derrière il y a du boulot, faut biner, c'est comme, tu vois là j'ai ramené des bouteilles. Je vais en parler tout de suite. Comme ça, montre les bouteilles, c'était un bel exemple. Non mais en fait voilà, ça c'est le vin de la Somme, ça s'appelle la Cour de Bérénice, c'est Maximilien et Sarah de Oisière qui ont lancé ça. Faut savoir qu'on pourrait demain dire je vais me lancer dans la vigne maintenant, parce que c'est faisable hein, avec le temps qu'il fait, tout ça. Et en fait du côté d'Amiens, dans tous les cas, il y a une vallée qui s'appelle la vallée des vignes, il y avait déjà du vin au Moyen-Âge, donc ils n'ont rien inventé. Mais par contre, tu vois, mon village, on a planté juste à côté de chez moi à l'auberge, donc tu l'as pas vu parce que tu n'es pas venu, mais si tu reviens, tu le verras. Je suis venu, mais il n'y avait pas encore les vignes. Il n'y avait pas encore les vignes. Mais la mairie, ils ne vont pas réussir à faire du vin. Eux, ils vont réussir parce que lui, c'est un vrai paysan. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il sait travailler la terre, il connaît son terrain, etc. Et il va savoir quand est-ce qu'il faut couper, quand est-ce qu'il faut égrapper. Et après, lui, il s'est quand même un peu formé pour faire du vin. C'est-à-dire qu'il était voir des bourguignons, tout ça, mais il a déjà la fibre. Même si en réalité, c'est un gars qui fait de la grosse culture de céréales. Donc rien à voir, tu vois, il n'est pas dans le bio, pas dans tout ça. N'empêche que là, tu vois, il a réussi à sortir un vin rouge du Nord, je crois que ça va être le seul. Voilà. La Cour de Bérénice, c'est celui-là, c'est sa première cuvée en 2019. Mais il faut un modèle économique et il faut un savoir-faire. C'est les deux éléments, on est bien d'accord. Ouais, il faut du économique. Après, si je vois, je n'ai jamais travaillé avec Grégory, mais il y a aussi un côté marketing aussi qu'on pratique aussi dans nos restos. Hein. Moi, je ne suis pas que cuisinier, hein. Je suis aussi un marketeur en fait hein, derrière. Tu vois, c'est bien travaillé. Il faut étudier le modèle. Et en réalité, le gars qui vient avec ses petites fraises, il s'appelle les fruits des Poméniles, mais la barquette, elle est marron parce qu'il a voulu faire un truc écolo en carton parce qu'il ne va pas utiliser de plastique. Je comprends. Mais à la fin, si le produit est minable, pas présentable, tu vois, il n'y a pas le marketing derrière. C'est fini, en fait, le petit truc du paysan qui venait vendre sur sa petite table, là, sur le marché. Il ne va rien gagner avec ça. Moi, ces fraises, je lui ai acheté 44 € de fraises la semaine dernière. Et je sais très bien que tous mes collègues de la Somme qui vont aller voir vont le jeter. Moi, je lui ai pris pour faire plaisir. Mais justement pour soutenir. Mais je sais que c'est mort. Et en parlant de soutien, je sais que pendant le confinement, tu vois, il y avait un mec qui était vachement dans l'éthique, une petite parcelle de rien, 3 hectares où il faisait de la multiculture en permaculture. Lui, il avait fait ça parce qu'il était malade, il ne pouvait pas manger de gluten, etc. Et moi, je faisais de la farine avec les moulins Riquier, où la farine, en réalité, je t'avoue, elle n'est pas forcément bio. Et il m'a attaqué sur le site internet, etc., pendant le confinement, quand je faisais du pain pour les villageois, en me disant « Ouais, mais c'est pas bio, tout ça ». Sauf que là, en ce moment, le mec, je vous avoue, il est sous terre. Hein. Il a laissé 2 gamins, parce qu'à un moment donné, son modèle économique est mort, il est tellement pris jusqu'au cou que c'est la panade, et puis il a préféré mettre fin à ses jours. C'est pour ça que je dis juste, je ne veux pas paraître, parce que je vois quand même que Grégory, il a l'air de partir sur le côté optimiste. Je suis d'accord avec lui, mais en fait, il faut partir dans le côté optimiste quand on a un modèle économique qui est viable et que derrière, ça va suivre. Toi, tu as le taf, tu sais faire, tu vas en direct et tout, monsieur, certainement, mais le problème des jeunes maintenant, et j'en ai en plus, moi, en tant qu'extra, où la nana va faire de l'agronomie, elle est partie en Lettonie parce qu'elle est obligée de faire un stage. Elle adore l'agriculture, mais elle va travailler pour des grands groupes, pour transformer, pour aider à la culture, développer, pour améliorer. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas revenir sur certains trucs, mais mes meilleurs maraîchers, il y en avait un qui s'était lancé, il sortait d'une famille d'agriculteurs, et d'ailleurs, il est toujours dans la ferme familiale, il a fait ça en plus. C'est juste ça que je voulais souligner, c'est-à-dire que pour moi, les meilleurs, ce sera ceux qui viennent de ce monde-là. Puis, Philippe, si tu veux dire quelque chose. Je pense qu'il peut mieux en parler que moi. Ouais. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Aujourd'hui, dans un monde agricole, on va dire, il y a 2 sortes d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est pas le gros, c'est les grandes structures, les grandes cultures et tout ça. Et derrière ça,
Il y a les gens qui aiment comme nous, la vente directe, le rapport avec les gens et tout ça, où on se tourne beaucoup plus sur notre produit qu'on sait faire, où on ne vend pas ça à un grossiste qui va repasser par un autre grossiste, qui va vous le mettre en boîte et qui va vous le vendre chez Picard. Ça, nous, on ne sait pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir notre client en face, lui expliquer ce qu'on fait, la vraie valeur d'un légume, et comme ça, de défendre aussi l'écologie, l'environnement, sans en mettre tout un étal. Tout le monde ne pourra pas passer en bio, parce que il faut quand même nourrir la planète, et c'est pas facile non plus. On peut s'en rapprocher le maximum possible, mais je pense que d'ici qu'on soit tous en bio, il y a encore des générations à venir. Hein. Après, on est en termes des cultures raisonnées, on fait, voilà, et c'est dans le truc, vous savez, les images avec les tracteurs qui traitent tout le long de la journée, ça c'est fini. Hein. Vous me le direz quand vous envoyez dans les champs, on n'en voit presque plus. Aujourd'hui, les grandes cultures, ils sont partis à l'étranger parce qu'eux, ils ont le droit de tout. En France, on a tellement la législation, il y en a encore. Mais bon, on en voit moins quand même. Comme quoi, des fois, tu es quand même pessimiste, Grégory. Non, après... Si tu veux, sur l'agriculture conventionnelle, je dis rien. Moi, j'essaie de montrer mon modèle qui marche et puis j'essaie de faire de mon mieux, quoi. Des pulvés, il y en a encore, ça traite la nuit. Enfin, des matières actives, il y en a encore d'utilisées, on ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas donner des leçons, on peut juste essayer de montrer que ça peut marcher. Après, moi, je suis sur un système particulier où je suis en vente directe, où j'aime bien la vente. J'aime bien ça. Comme toi, je pense que tu aimes tes clients, tu connais les familles que tu nourris. Ok, on n'est pas très riche, mais on a une richesse quand même. On a un cadre de vie... Alors moi, ce que j'essaie de vendre à mes enfants, c'est ça. Bon, pour le moment, ils ne veulent pas reprendre. Hein. Ils feront ce qu'ils veulent, c'est pas le souci. Comme quoi? Mais ils disent, on va habiter à Lille, il y a des magasins à côté. Ben, je dis, va à Lille pendant la canicule. Tu vas vite revenir à Moussier au milieu de tes vaches, tu vas être bien content. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais ouais, après, dans l'agriculture, c'est compliqué. Ça va du petit artisanat à la grande industrie, quoi. Il y a tous les modèles possibles. Et chacun choisit le modèle qu'il veut, qu'il souhaite, qui lui correspond. Et moi, j'ai aucun souci là-dessus, quoi. Mais juste dire, c'est possible. C'est possible sur des systèmes alternatifs. Il faut avoir un bon fonds agricole, d'éleveurs. Et parfois, les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont quand même, tu sais, des bonnes idées et des approches parfois mieux que le fils qui continue comme papa et qui évolue pas, quoi. Non, mais ça, c'est vrai, j'en croise. Mais je peux être certain, moi, je travaille avec 150 personnes, donc j'en croise un paquet. Il n'y en a pas quand même des milliers, quoi. Voilà, et dans ma vie, j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté 2. J'en ai acheté un qui me volait et un où j'étais obligé d'arrêter parce que c'était quelqu'un en reconversion, d'ailleurs qui est promu par le département, tu vois. Et j'étais obligé de l'arrêter parce qu'à la fin, s'il me servait des pommes de terre qui ressemblaient à des pommes de terre comme les gars de 14-18 ou 39-45 qu'ils avaient, ça commençait à devenir inquiétant. Et en fait, même si le gars est de bonne volonté, voilà, je pense qu'en fait, c'est comme nous quand on achète un restaurant, on peut ouvrir un restaurant par passion, mais à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il faut l'ouvrir avec un modèle économique. De toute façon, en plus, nous, le restaurant, peut-être, alors je ne sais pas comment ça marche dans le milieu agricole, mais nous, il va falloir qu'on apporte des fonds à la banque. La banque ne nous prêtera rien si ça ne marchera pas. Et à un moment donné, il faut tout. Après, je suis d'accord, il faut quand même essayer de travailler avec passion. Il y en a qui vont partir en bio, il y en a qui ne vont pas partir en bio. Moi, par exemple, je n'ai pas dit aux gens qu'il fallait qu'ils fassent comme moi. Moi, j'ai mon propre modèle, un peu comme vous. Moi, je suis content de ma vie. Hein. Je suis comme vous, en fait. Hein. Je ne gagne pas des masses. Hein. Je peux donner mon salaire, je dois gagner 2000. Et vu le nombre d'heures que je fais, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, mais enfin voilà, et en réalité, je suis un peu comme eux, sauf que finalement, je ne fais pas comme eux parce que je ne travaille pas la terre et je sais que c'est dur. Terre ou même élever quelque chose. Il faut savoir que nous, l'avantage qu'on a dans un restaurant, c'est que vous voyez, j'achète ça, je le vends, terminé, j'ai gagné ma vie. Au pire, si je ne le vends pas, en plus, si c'est du liquide comme ça, il ne va pas périr. Grégory, il va falloir qu'il mise un peu sur l'avenir, il faut bien élever, il faut bien engraisser. Il ne sait pas ce qu'il va gagner sur après. Enfin, il peut l'estimer, mais il y a quand même ça, quoi. Monsieur, c'est pareil, il n'est pas à l'abri que demain, il n'y ait plus d'eau. Et pourtant, il va falloir quand même arroser, quoi qu'il paraît qu'on peut faire des légumes sans eau. Il y a un mec qui dit ça à la télé. Bon, j'aimerais bien le croire. Soi-disant des tomates. Il faut que tu te rends compte, Philippe, tu fais des légumes sans eau, toi? Oui. Non, mais voilà, faut pas rêver. Faut pas rêver. On est loin de fait. J'ai bien compris tout à l'heure l'histoire de dire tout le monde ne peut pas s'installer en tant qu'agriculteur. Le gars qui était maçon, qui a voulu faire de la fraise, bon, c'est gentil, mais aujourd'hui, il y a quand même un modèle économique et puis un savoir-faire où il faut
il faut défendre notre savoir-faire. Il faut d'abord, quand même, aujourd'hui, on n'est plus le couillu de l'agriculture, on n'est plus le couillu de la famille. Aujourd'hui, on est tous avec des enfants qui ont au minimum une école d'ingénieur ou comme ça. Et c'est dans les meilleurs moments où eux, ils font vraiment attention d'abord à l'économique avant de vouloir s'installer. Qu'ils veulent faire quelque chose qui marche et pas quelque chose d'idéologique. C'est ça qu'il ne faut pas rendre notre travail d'une idéologie. On n'est pas là dans l'amour et dans le pré. Hein. Non, loin de là. Hein. Non, il faut d'abord remonter les manches, mettre les bottes, et se lever le matin de bonne heure et se coucher tard le soir avant de vouloir être maraîcher hein, ou éleveur. Non, mais il faut... nous, si demain ça ne va pas dans le jardin, j'y passerai ma nuit s'il faut, mais il faudra que ça tourne. S'il y a une bête qui est rentrée dans un cornadi, qui est dans le travers, il faudra que ça saute. Hein. La nature, il n'y a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix, c'est ça, mais on le fait avec amour. On le fait avec amour. Et je pense que c'est ce passage-là de faire comprendre aux gens que oui, il y a de la passion, mais c'est l'amour du travail, c'est là. La richesse, c'est pas l'argent. Pour moi, la richesse, c'est pas l'argent. C'est de passer une vie entière. Moi, j'ai 61 ans. Je me dis, si je refais quelque chose, c'est ça. Voilà. Tu changes rien. Voilà. Pauline, sur ce modèle économique, dans l'accompagnement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il y a une partie justement où les nouveaux arrivants, où les repreneurs, vous les accompagnez aussi sur un business plan, ça a l'air un peu de gros mots, mais enfin un agriculteur, c'est aussi un entrepreneur. Ah oui. De toute façon, voilà, depuis tout à l'heure, on a parlé de passion. C'est sûr que la passion du métier, c'est la porte d'entrée, c'est ça qui va faire attirer les jeunes vers l'installation, vers l'agricole. Mais derrière ça, ce sont des chefs d'entreprise qui sont là pour réfléchir et ils ne vont pas aller traiter dans les champs par plaisir. C'est vraiment parce qu'il y a une décision qui a été prise à un moment donné et parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de solution alternative. Donc les jeunes qui veulent se lancer, qu'ils soient issus ou non du milieu agricole, effectivement, on va pouvoir les accompagner dans leur projet d'installation. Faire un business plan, c'est tout à fait ça. Bon, nous, on appelle ça plan d'entreprise, mais on va poser les chiffres, mesurer la viabilité du projet, la vivabilité aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la notion économique, mais on va parler avec le jeune du temps de travail, l'organisation entre la vie pro et la vie perso, parce que c'est primordial aujourd'hui. On va forcément, un jeune qui arrive sans un sou en poche sera compliqué. On lui dira, vaut peut-être mieux aller retravailler ailleurs, se faire un peu d'argent, ou peut-être voir avec la famille s'il n'y a pas des possibilités de prêt familial, enfin du soutien financier. Il faut forcément un apport, etc. Mais nous, voilà, on va l'accompagner de A à Z pour faire qu'un jeune qui s'installe soit toujours en activité et soit avec une activité fonctionnelle, vivable et viable. 4-5 ans encore après. Bon, après, s'il voudra arrêter pour décision personnelle, c'est pas un échec, mais au moins ne pas arrêter pour burn-out ou situation économique fragile, quoi. Cet aspect psychologique et du burn-out, je veux bien qu'on revienne dessus, mais puisqu'on était sur le modèle économique, quand même, Grégory, toi, tu as construit quelque chose qui est assez particulier dans ça et qui a été une réflexion justement de chef d'entreprise, parce qu'il y a les pâturages, il y a l'élevage et puis il y a la boucherie. Tout ça, ça s'intègre, ça fonctionne ensemble. C'était une volonté de pouvoir aussi être dans une forme d'autonomie pour pas dépendre du marché, pour pas dépendre de certains acteurs. Oui, après honnêtement, le choix il s'est fait vite. Mes parents, ils avaient une petite ferme de 25 hectares, donc sur 25 hectares, il fallait que je trouve un truc, fallait en vivre, quoi. Je savais très bien que j'allais pas me lancer dans la grande production, puis c'est pas ça qui m'intéressait. Donc j'ai fait tout de suite le choix de la vente directe et de faire un petit labo à la ferme, quoi. Après, j'aurais peut-être dû faire un peu mieux des business plans et des trucs. Moi, j'y étais un peu par passion en disant je pense que c'est ça qu'il faut faire, les bâtis sont bien, on va essayer d'en vivre. Donc, il y a quand même eu un peu des années de galère, pour être honnête. Mais oui, il faut des fonds. Enfin, c'est ça le problème. Après, le problème des fermes comme Monsieur qui tournent bien, il y a eu des investissements qui sont faits, tout est fait, c'est prêt à continuer. Mais il y a de l'argent. Vous avez de l'argent, vous en avez sorti toute votre carrière pour créer ça et pour créer l'outil, quoi. Et c'est vrai que c'est des morceaux à reprendre après. Ça fait, et du coup, il y a l'investissement. Les banques, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment.
Et après, il y a une pression économique et il faut en vivre. Comme quand tu reprends un resto, c'est pareil, il y a un moment, il faut les deux, quoi. Je pense que la vente directe est vraiment un avenir pour eux, enfin, notamment pour la viande. C'est-à-dire que, alors moi j'en ai plein qui font de la vente directe, mais qui ne sont pas totalement sortis du circuit comme ça, parce qu'ils n'ont pas la boucherie, etc., pour revendre. Mais en réalité, je sais qu'ils gagnent bien mieux leur vie maintenant. Ils ont au moins le fruit du travail qu'avant, quand le bétail partait dans la carriole et qu'on ne savait pas où ça partait. Je pense que ça, c'est une partie de l'avenir. Il va falloir faire, en fait, c'est un peu comme Vous savez, on a eu la crise énergétique. Moi, je sais que, par exemple, ça représentait 3,94% de mon chiffre d'affaires d'énergie dépensée en eau, électricité et gaz. Cette année, on est à 1. Alors, moi, j'ai pas eu d'augmentation d'électricité parce que j'ai eu un super contrat qui est négocié jusque je sais pas quand. Mais on a fait les efforts. Et en réalité, cette année, en installant des panneaux, des machins, tout ça, en diminuant, en mettant de l'électrogène, enfin de l'halogène, enfin des LED, pardon, on a réussi à faire un mix énergétique. On a fonctionné en bâtiment pour le chauffer en moitié électricité, moitié gaz, en fonction des journées, tout ça. Et on est descendu à 1% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai gagné 3 points, rien qu'en faisant des micro-gestes. Et donc je pense que l'avenir de l'agriculture, c'est une mixité de vente, en fait. C'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas totalement se couper des gros marchés, parce qu'il y en a certains qui auront besoin, à mon avis, des supermarchés. Il faut garder le contact client, je pense, avec certains. Ouais, le téléphone, c'est pas grave, c'est peut-être un client qui voulait acheter de la viande. Voilà. Ouais, il allait peut-être acheter une bête entière. C'est Pauline qui sonne. Et je pense que l'avenir est dans la mixité de clients et de ventes, enfin de circuits, je pense que c'est là-dedans. Je ne sais pas si tu fais encore de la vente en gros. Non, plus du tout, non. Plus du tout, donc non. Lui, il a réussi, mais je pense qu'il faut garder toutes les variables. Je pense aussi à un producteur que tu connais peut-être, les asperges de Rock-Haute, où le gars travaillait essentiellement qu'avec des chefs. Et le Covid est arrivé et plus de chefs, quoi. Et à qui je vends les asperges à 18 € le kilo, quoi. Sur le marché de Sénas, je pense que c'était compliqué. Et je pense qu'il a vite revu le modèle. Je pense qu'il faut garder des portes ouvertes un peu partout. Je pense que l'avenir, il est là-dedans. Pareil, je ne pense pas que tu puisses compter totalement sur les restaurateurs. Non, pour le plaisir. Mais... Voilà. Non, tu vois, nous, ça m'apporte, et puis ça me fait grandir aussi, c'est intéressant. J'ai les deux, j'ai les restos, j'ai les clients particuliers. Ouais, mais souvent dans la restauration, on se prend pour des dieux en disant bah, c'est grâce à nous, vous vivez. Mais moi, il y a très longtemps que j'ai compris que les mecs, ils les attendaient pas après moi, quoi. J'attends aucune. Par exemple, je sais qu'il y a des potes où les mecs, ils voulaient l'exclusivité. Pour avoir ce produit-là, tu le vends pas à l'autre, etc. C'est un modèle qui est pas viable. Et en réalité, tu vois, il le dit bien. Pourtant, il travaille avec des restaurateurs, pourtant, tu en as quand même un paquet qui t'en achète. Ouais, une dizaine, ouais. Ouais, mais c'est finalement que dalle. Non, c'est pas grand-chose. C'est important. Mais c'est important pour l'image. C'est-à-dire que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on est là pour présenter le produit, mettre en avant. On sert de publicité et j'espère qu'on essaye de le faire bien. Mais quand on vient manger au saltimbanque, on prend conscience aussi de quelque chose. Tu as un message, c'est politique. C'est un message, mais il faut bien indiquer que, et je le dis toujours au producteur, à celui qui démarre avec moi, tu sais, moi, je vais t'acheter des petites quantités. Cherche bien, je lui donne même d'autres adresses où aller acheter, quoi. Tout juste avant, c'était Sébastien, non, c'était Stéphane qui était là. Ouais. Des fois, je donne son adresse, je dis bah, va à Amiens, lui peut-être qu'il va t'en prendre, quoi. Parce que c'est pas moi qui vais pouvoir lui acheter toute sa prod. Moi, une bête entière, je suis incapable de l'acheter. Non, mais moi, alors j'ai pas beaucoup de chefs, mais je pense que c'est des chefs comme toi. Je sais que même s'ils prennent pas beaucoup, le jour où j'ai une galère, où j'ai un peu trop de viande, je peux les appeler, ils vont m'aider, quoi. Quand à Oisem, où il y a eu des travaux à la boucherie, c'était calme, j'ai besoin de mes chefs, j'ai dit écoutez les gars, il me faut prendre... Ils ont pris, quoi. Ils sont là en soutien, et rien que de savoir ça derrière, c'est vachement important. Bah ça, c'est l'avantage t'es quand même pas très loin de la métropole, ils sont nombreux. Moi, chez moi, on est tout seul, quoi. Donc du coup, c'est un peu plus la galère. C'est-à-dire que le gars, s'il est dans la galère, je peux l'aider, mais... c'est pas pareil d'être dans la baie de Somme, oui c'est vrai, sur ta colline avec ton moulin, mais tu joues un rôle important, et même si c'est que de la photo, c'est aussi, même si c'est que ça, c'est vrai, c'est ce que dit Grégory, c'est qu'à un moment donné, ça fait prendre conscience. Bon après, Florent Laden, quand il s'est rendu compte de ça, c'est pour ça qu'il a voulu ouvrir des trucs en plus. Quand il le raconte, il dit il avait des maraîchers et il leur achetait pas assez, et il veut leur acheter plus. Et il a dit le seul moyen, c'est que j'ouvre plus de choses. Mais bon, c'est pas non plus la solution économique pour tout le monde, et ça peut pas marcher comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un maillage qui doit se créer, et que dans le fond, ça fonctionne quand il y a une cohésion entre celui qui consomme et celui qui produit, et que les chefs comme toi, t'as conscience, mais que nous, les consommateurs, on doit aussi reprendre conscience de ce que c'est que la connexion qu'on a avec la Terre, que pourquoi on a besoin de Philippe, pourquoi on a besoin de Grégory. On a besoin de ce message, on a besoin de l'entendre. Nous, par exemple, tu vois, nous, on est label Clé Verte depuis 1 an. Dans le label Clé Verte, on est censé proposer un menu vegan. Chose que j'ai refusée, parce que j'ai dit, attendez, vous rigolez ou quoi? Je travaille avec des éleveurs, parce que certes, il y a des éleveurs de bœuf, mais j'en ai qui font d'autres choses, de
l'agneau, etc. Je me vois pas leur dire, les gars, j'ai proposé un menu vegan. Le mec, il va me dire, t'es con, quoi. Donc, du coup, en réalité, j'ai réussi à tourner le truc en ayant le label, je l'ai quand même, mais en disant, on personnalise si le client il veut manger vegan, mais je propose pas de menu vegan. Et en réalité, tu vois, c'est dans ce truc-là, c'est de se dire, moi, je suis à l'écoute tout le temps de ces mecs-là. Tous les jours, je les croise. C'est le même qui me livre pour beaucoup. Parce qu'il y a aussi le problème de la logistique, comment on transporte les marchandises d'un point A à un point B. Parce que là, monsieur, il a dit qu'il fait le marché. Qu'il faut charger, il faut les décharger. Enfin, c'est un deuxième boulot. Il fait transporteur. Oui, il y a une logique de travail. C'est sûr et certain que, oui, on est multi-métiers, multifacettes, voilà. Mais bon, le plaisir reste. Mais c'est vrai que, comme on dit, travailler pour un restaurateur, c'est quand même une image, ça fait plaisir. Même si on n'a pas, si c'est que 1 ou 2% du chiffre d'affaires, c'est pas grave. C'est comme la petite médaille qu'on a accrochée, c'est toujours en plus, quoi. C'est comme quand vous avez un client fidèle depuis des années, puis qui vient avec sa famille, sa petite fille, sa grande fille, et ben ça fait plaisir aussi. Voilà. On n'a pas que des clients à la sauvette, on a des familles de 80 ans jusque les arrière-petits-enfants, quoi. Et ils sont fidèles. Donc s'ils sont fidèles, c'est qu'on est bien. Je ne sais pas, mais il y a un esprit comme ça. C'est toute cette image-là, c'est ça là. C'est ça d'abord être agriculteur, c'est ça de faire voir notre produit. Mais on ne parle pas de la grande culture, on parle toujours vraiment des produits de bouche direct, quoi. C'est pas de la transformation, c'est pas du blé, c'est pas voilà, c'est la viande, le légume, le fruit, la pêche. C'est des choses il faut vraiment pas avoir d'écart le moins possible. C'est là qu'on fait plaisir aux gens, quoi. Disons, si on veut travailler comme il faut, c'est comme ça. C'est une éducation aussi, on le voit avec les enfants, qui est essentielle parce qu'on a perdu la connexion avec le produit. On ne sait plus comment ça pousse, on ne sait plus à quoi ça ressemble. De pouvoir venir acheter à la ferme, de pouvoir rencontrer les jeunes générations, on voit bien qu'ils ont besoin de ça. On est tous passés par le supermarché. Enfin, moi, dans ma jeunesse, il y avait que des supermarchés. Quasiment, c'était tout le monde allait se servir là. On avait perdu cette connexion. Ça change tout, ça change notre envie de manger. Je suis sûr qu'une fois qu'on a vu des élevages, on n'a plus envie d'être vegan jamais dans sa vie, non ? Ça veut rien dire, hein. Si on peut voir des élevages et des mauvais. Si on vient chez Grégory, on n'est plus vegan. Écoute, j'espère, après chacun il fait comme il veut, mais c'est vrai que ce lien, ça reste. J'essaye de me tenir à faire le journal de la ferme une fois par mois, tu vois. Je fais les petites nouvelles. Alors, quand j'ai trop de boulot, il y a beaucoup de photos et pas trop de texte, mais bon, j'essaie de tenir. Et au fil des saisons, et c'est intéressant. Et quand les gens ils commencent à suivre le fil, ils disent t'en es où dans tes vélages cette année? Il y a les saisons, il y a les mois qui changent. Et ça intéresse quand même. Tu vois, on a tous une petite fibre agricole sur le vivant. Et puis je trouve c'est beau de transmettre ça et de faire un lien, que la ferme elle soit en fait en lien avec les clients. Enfin, c'est leur ferme aussi. Si on peut le faire, c'est parce qu'il y a des chefs qui nous achètent la viande, c'est parce qu'il y a des clients qui nous achètent la viande. Sinon, si je serais tout seul avec mes steaks, je suis bien amené, moi. Transmettre et faire le lien, on vient de faire la boucle, non, Pauline? Enfin, c'est ça. Il nous reste peu de temps. J'avais presque envie de vous demander à tous les quatre où on va. Mais je pense que Sébastien, il pense qu'on ne va pas au même endroit que Grégory. Mais dans le fond, on est tous un peu optimistes et un peu pessimistes. Non, on pense tous la même chose. C'est juste que forcément, selon les modèles, selon ce que les gens veulent faire, veulent produire, il y a des complexités. Tu vois, c'est triste, par exemple, si monsieur ne retrouve personne. C'est triste. Mais en même temps, je comprends aussi, parce que je t'avoue que moi, par exemple, avant des saltimbanques, j'ai failli acheter une escargotière. Et là, mon père, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, t'es loin d'avoir la gueule d'un gars qui sait produire des escargots, quoi. Et il a raison. Je sais quand même mieux cuire des œufs que d'élever des escargots. Et en réalité, le truc est là. Et je pense que j'ai fait le bon choix. C'est-à-dire que je pense que c'est une vie, il faut quand même vivre le milieu agricole. C'est certes joli, ils ont un super bureau, mais en même temps, j'en ai un beau aussi au saltimbanque, moi. Quand je me lève, je vois finalement leurs champs, tout ça qui travaille. Mais en réalité, il faut avoir quand même la fibre. Je pense que c'est un métier de fibre. La preuve, tu as repris une ferme familiale, c'était la ferme de la famille, tu vois. On ne s'improvise pas, je pense pas, dans ce domaine-là comme ça. Après, il y en a qui veulent y aller certainement à l'école par passion et ça va faire des super cultivateurs, agriculteurs, éleveurs, tout ça. Hein. Moi, j'ai le cas d'une extra qui est là-dedans. On sent qu'elle, tu vois, par exemple, elle veut devenir vétérinaire pour justement aider ces éleveurs-là. Elle ne veut pas être vétérinaire à la ville. Hein. Elle veut être vétérinaire là-dedans et pourtant, elle sort d'une bonne famille. Parce qu'elle a la fibre. Si on ne l'a pas, et je pense que ces pépites de fibre, elles sont de plus en plus moins nombreuses, quoi. En fait, c'est tout simplement.
Tout à l'heure, en circulant dans les stands, je regardais et je disais à Pauline, aujourd'hui, je voudrais avoir 41 ans, 1061 ans, parce que les Hauts-de-France, aujourd'hui, ils ont un panel de produits où on lance du produit, c'est beau. C'est beau. On va vraiment être une région culinaire, gastronomique, aussi bien dans la préparation des légumes, des chefs restaurants, on en voit de plus en plus des étoilés, mais même s'ils ne sont pas étoilés, ils cuisinent bien. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais avoir, c'est 20 ans de moins pour pouvoir encore voir cette génération qui va nous arriver. C'est-à-dire comment pouvoir encore les aider. Après, voilà, j'ai 61 ans, je ne suis pas pressé à partir non plus, mais le problème, c'est de mettre en route quelqu'un. C'est ça. Voilà. Et je suis sûr et certain que dans 5 ou 6 ans, ça sera peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la mesure, on dit qu'est-ce que je fais. Voilà, il y a une idéologie, mais pas mis sur le carnet. On ne voit pas encore ça avec les chiffres. C'est plutôt idéologique. Et, par contre, il y a plein de jeunes qui s'en vont dans les écoles, qui ont vraiment l'idée, mais ils sont en train de les mettre en place. Et je pense aussi que les écoles, les ISA et tous ces trucs-là, ils sont en train de mettre en place des études pour pouvoir lancer des fermes beaucoup plus petites, à rapport humain. Pas les farmers du Texas ou un truc comme ça. On est plus aujourd'hui dans la sensibilité de remettre des petites fermes de tout. On ne peut pas faire que des fermes pédagogiques, on ne peut pas faire que du bienvenu à la ferme, on peut pas être partout non plus. Comme on dit, on a besoin de l'économie, on a besoin de faire travailler nos entreprises. Il faut de l'argent, la banque ne travaille pas sans argent non plus. Mais voilà, il faut avoir les idées et après il faut avoir la passion. Et il faut d'abord avoir les idées techniques et après la passion qui déborde. Ça ira du feu du jeu. Ben voilà, Philippe. Finalement, il y a une erreur de titre. C'est pas Nouvelle Vague, c'est Creux de la Vague. Creux de la vague. Oui. Ben on va. Après le creux, il y a la vague. Et après creux, il y a la vague. Alors on va arriver à ce message optimiste que tu nous fais, Philippe. C'était la plus belle conclusion qu'on pouvait avoir. On va y croire, on va se revoir, on en reparlera. Moi, je vous donne rendez-vous. On se reparle ici dans les années qui viennent ensemble. Dans 10 ans, comme disait Bruel, on reviendra dans 10 ans. Et d'ici là, j'espère vraiment que tu auras trouvé quelqu'un pour reprendre ton exploitation. Ouais. Philippe Caudron, le Jardin des Sables. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Sébastien Pourquet, le Saltimbanque. Grégory Delassus, l'affaire du beau pays. Pauline, merci d'avoir été là. Merci à tous les 4. C'était passionnant. J'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais c'est l'heure. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler de reconnexion à la nature, comme quoi avec le paysan gourmand. Merci à tous les 4 d'être venus.